Zbios, bonjour, prêt pour Aïe, la critique au service secret de Sa Majesté. Allez, c'est parti. On va sur YouTube et voilà. Quand on dit saga, certains pensent Star Wars, Harry Potter ou encore Twilight. Personnellement, je pense James Bond. Ça se bouscule du côté de la saga James Bond. L'acteur britannique Sean Connery décide de partir à la suite de la sortie du film On ne vit que deux fois. Un coup dur pour les producteurs qui durent choisir un autre acteur avant de passer à l'action pour la 6e fois. Après des mois de recherche, un acteur sort du lot, George Lazenby, qui pour beaucoup de personnes était le successeur naturel de Sean Connery. Pour ce qui est de mon avis, on y reviendra plus tard. The name's Bond. James Bond. Goodbye, Mr. Bond. Australien d'origine, George Lazenby se rendit à Londres pour rejoindre une de ses intimes connaissances. De là va commencer une grande évolution. Il commencera comme vendeur de voitures, puis se fera repérer un jour par le photographe Charles Jenkins, qui le propulsera dans le monde du mannequinat, où il commencera une carrière. Comme quoi, tout n'est qu'une question de connaissances et de cercle de contact dans ce milieu-là. Il deviendra l'un des mannequins les mieux rémunérés d'Europe et ira même tourner dans des publicités télévisées. Comes Big Fry with exotic Big Fry Turkish delights, full of Big Fry Eastern promise. Il se fera ensuite approcher par la directrice de casting Maggie Abbott, qui lui conseilla de postuler pour le rôle de James Bond. Très emballé par l'idée, Lazenby ira claquer toute sa thune dans le costume que porte Sean Connery dans On ne vit que deux fois. Puis il ira également chez le coiffeur, où il lui demandera de faire la même coupe que l'ancien 007. Et vous connaissez la meilleure ? Vous savez qui était chez le coiffeur à ce moment même ? Juste sur le fauteuil d'à côté ? Eh bien, il s'agit du producteur Albert Broccoli. Coïncidence ? Oui, coïncidence assez incroyable, je dois dire. Cependant, il n'y eut aucun dialogue ni même contact car il prendra le jeune Australien pour un simple homme d'affaires. Il se rendit au casting et rencontrera le futur réalisateur du film, à savoir Peter Hunt. Peter Hunt, qui je le rappelle, est le directeur de la post-production des autres films 007 et également le directeur d'une des 3 équipes techniques du film On ne vit que deux fois. Les producteurs lui feront confiance les yeux fermés. Selon Hunt, la saga devait retrouver l'esprit littéraire de Ian Fleming, qui, il est vrai, a été pas mal mis de côté dans le dernier film. Pour cela qu'il voudra adapter, au service secret de Sa Majesté, le roman le plus complexe de Fleming. Pour le scénario, il fera appel à notre scénariste toujours fidèle au poste, Richard Maybaum, qui travailla sur une première mouture du scénario, mais qui fut ensuite retravaillé notamment dans les dialogues par Simon Raven. Le tournage peut enfin commencer un an après la sortie du dernier film. En parfait gentleman, James Bond empêche une superbe créature de se suicider et tombe amoureux d'elle. La jeune femme n'est autre que la fille d'un des parents les plus puissants de la mafia corse. Parallèlement, 007 doit arrêter son plus grand ennemi, Ernst Stavro Blofeld, bien décidé à propager un virus capable de stériliser l'humanité. Le tournage débute en octobre 1968 et il le fait en grande... Ah, virus, ça vous rappelle rien, ça du virus Héraclès dans le tout dernier 25e mission de James Bond, mourir peut-être No Time to Die. Et ben voilà, c'est là que, en fait, pour mourir un peu attendre, ils se sont inspirés de Osiris, un peu de On ne vit que deux fois, mais surtout de Osiris Sa Majesté, parce que il y a le virus dans Osiris Sa Majesté et même dans Mourir peut attendre. Je vous remets.
pompe puisque la totalité des séquences serait tournée en Europe, et en bonne compagnie. Car c'est Diana Rigg, actrice très populaire à l'époque qui aura joué le personnage féminin iconique Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir, qui sera choisie pour incarner la nouvelle James Bond girl très particulière du film. Le tournage fut par ailleurs très éprouvant à cause de la relation pesante entre Albert Broccoli et Diana Rigg, qui devenait de plus en plus tendue. Diana Rigg incarnera dans ce film la fabuleuse Tracy DiVincenzo ou encore l'éphémère Madame Bond. Tracy DiVincenzo est la seule femme que James Bond ait épousée, également l'une des 2 seules femmes dont 007 est vraiment tombé amoureux. Pardon, il y a aussi Léa Seydoux. Léa Seydoux, c'est la toute première vraie femme de James Bond, où il s'est marié. Et Tracy DiVincenzo, Tracy Bond, c'est la 2e femme de James Bond. Ah, voilà, on remet, allez. Il s'agit là d'un personnage très complexe. C'est une femme totalement déprimée et sujette au suicide. Elle se tentera de suicider au Portugal dans la scène d'introduction du film, mais elle arrivera à se rapprocher de Bond au fur et à mesure de celui-ci. Alors même jusqu'à le sauver en Suisse pendant la mission de l'agent britannique. C'est d'ailleurs peu après que James lui fera sa demande en mariage. Le couple marche plutôt bien à l'écran, je dois dire. On peut sentir une certaine alchimie entre les 2 personnages et on sent que les sentiments que Tracy éprouve pour Bond sont réciproques. Puis en plus d'être adorable, Tracy a une réelle utilité dans le film et bénéficie de très grandes capacités sportives. C'est grâce à elle que Bond réussit à semer les membres du Spectre lors d'une poursuite en voiture assez spectaculaire. Malheureusement, le résultat final vous le connaissez sans doute, James et Tracy se marieront à la fin du film au Portugal et partiront en lune de miel. Mais alors que Bond s'arrête sur le bas-côté, nos 2 antagonistes se portent à leur hauteur et tirent en direction des mariés. Une balle se logea dans la tête de Tracy, la tuant sur le coup, ce qui sonnera par ailleurs à la fin du film. Cette fin fut crainte par les producteurs qui avaient peur de la réaction du public face à un dénouement où James Bond ne sortirait pas vainqueur, comme dans les autres films, une James Bond girl dans les bras. Ici non, c'est avec le cadavre de Tracy que se termine le film. Une fin tragique, triste, vraiment brutale et inattendue à l'époque, j'imagine. Pour ce film-là, donc, James Bond est incarné par George Lazenby, qui pour le coup n'a absolument pas fait l'unanimité à l'époque. Et je vous avoue que personnellement, j'ai un blocage avec cette interprétation. Passer après Sean Connery n'est pas chose facile et ça se ressent. Déjà, il s'agit d'un jugement personnel, mais je ne le trouve vraiment pas attirant ni même charmant en fait. Selon moi, il a un charisme de Playmobil. Regardez-moi la scène avec Moneypenny. On ne voit plus l'attirance particulière que les 2 personnages avaient dans les autres épisodes. Puis même, je trouve qu'il se plante à trop vouloir imiter Sean Connery selon moi. Il manque totalement de présence et totalement de caractère. C'est déjà un assez gros blocage pour moi si l'espion britannique ne me correspond pas personnellement. Puis même, on en parle de ces incohérences. Dommage que George Lazenby ne fasse pas beaucoup, n'a fait que James Bond et pas beaucoup de films, mais c'est un acteur que j'adore, je remets. En toute moisie, pourquoi Blofeld ne reconnaît pas James Bond, bordel? Ils se sont déjà vus tous les 2 dans l'épisode précédent, ou alors ce n'est peut-être pas une suite des autres films, me direz-vous. Mais pourquoi le film nous montre des flashbacks des anciens films alors? Elle est où votre continuité, bordel? C'est pas compliqué la continuité. En parlant de Blofeld d'ailleurs. Ce n'est plus Donald Pleasence qui incarne le personnage, mais un ami de Albert Broccoli, à savoir Telly Savalas. Après une base secrète dans le cratère d'un volcan, le repère devait se situer dans les tunnels de la ligne Maginot, mais le chef décorateur successeur de Ken Adams, à savoir Sid Kane, fit la découverte d'un restaurant de montagne en Suisse en plein travaux. La production a réussi à obtenir l'autorisation de tourner en échange de petits services concernant la construction du lieu. Dans ce film-là, nous pouvons voir un Blofeld de plus agile et qui tient vraiment tête à James Bond, un adversaire de taille menaçant de répandre un virus sur la Terre via un groupe de femmes dans sa station en montagne. Nous pouvons voir dans ce film-là le personnage faire du ski et également du bobsleigh dans une poursuite très dynamique et d'une efficacité digne de ce nom. Les scènes d'action sont par ailleurs très réussies malgré qu'elles sont parfois accélérées au montage pour rendre les chorégraphies plus fluides. Et ça pour le coup, ça a tendance à m'agacer. Mais pour ce qui est des séquences de poursuite en ski, en voiture et même en bobsleigh, c'est très réussi et c'est foutrement divertissant. La réalisation est très léchée et pour une première fois, Peter Hunt s'en sort avec les honneurs. Même si encore une fois j'ai du mal avec cette version de James Bond où je ne retrouve pas le flegme et le charme de l'espion britannique, bien que parfois le comportement peut m'y faire penser. Le film nous propose également quelques moments de tension et d'adrénaline, notamment durant la scène où James Bond se fait poursuivre dans une sorte de marché de Noël. Les effets spéciaux sont beaux, les personnages sont bien écrits, on notera cependant de grosses longueurs en début de film qui ont tendance à me perdre la plupart du temps. À propos du gun barrel, faut qu'on en parle, désolé, c'est quoi ça, merde?
Y'a que moi qui trouve ça moche. Non sérieux, déjà le gun barrel n'est même pas en synchronisation avec l'acteur, donc visuellement c'est pas terrible. Le canon du revolver est dégueulasse, et sérieux c'est quoi cette position là? Je veux bien qu'on fasse référence Parce que George Zombie était trop grand pour tirer dans le gun barrel debout. C'est pour ça qu'il a mis un genou à terre. au fait que George Zombie mesure beaucoup plus grand que Sean Connery. James Bond se met à genoux pour faire sa demande en mariage, et que niveau symbolisme c'est plutôt stylé, mais alors visuellement c'est tout pété, je suis désolé. Ça n'a rien à voir à sa demande en mariage. On dirait un pantin à qui on a coupé ses ficelles. Sans oublier cet arrêt sur image tellement pas subtil. Et comme si ça suffisait pas non plus, on nous met une bande originale signée John Barry qui fait penser à une sorte de thème fait par un fan qui n'avait pas les droits. En parlant de BO d'ailleurs, il n'y aura aucun artiste qui chantera pour le générique. C'est seulement la composition de John Barry qui accompagnera les titres. Bon, pour question de droit d'auteur de la vidéo, de la critique des anciennes, je vais m'arrêter là. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des followers, 100 pouces, des commentaires, abonnez-vous comme ça je m'abonne, n'hésitez pas à mettre un petit chose sur la vidéo, et à très bientôt.